Bonjour, je suis le docteur Lacombe, maître de conférence en maladies infectieuses rattaché à l'université Paris 6 et praticien hospitalier dans le service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et je vais aujourd'hui vous parler des traitements de l'hépatite C chez le patient affecté par le VIH et de la meilleure façon d'optimiser la prise en charge thérapeutique. Vous avez ici mes conflits d'intérêts. Et afin de recadrer un petit peu le contexte et le débat sur la co-infection, je vais vous présenter quelques données récentes sur l'épidémiologie de la co-infection VIH-hépatite C dans le monde, et en particulier vous présenter les données de ce papier qui vient de sortir dans le Lancet et qui, pour la première fois, rapporte, à l'occasion d'une méta-analyse effectuée par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de sujets infectés par l'hépatite C et le VIH. Comme vous pouvez voir ici, un peu plus de 2 millions de personnes sont concernées par cette problématique de la co-infection, parmi 115 millions de personnes affectées par l'hépatite C et 37 millions infectées par le VIH, ce qui fait une prévalence de la co-infection qui est estimée à un petit peu plus de 6%. En ce qui concerne la prévalence de la co-infection par groupe de transmission, ce qui est très important de voir sur cette diapositive, c'est l'importance de la co-infection chez les personnes ayant des relations sexuelles avec les hommes, où vous voyez que la co-infection a une prévalence de 6,4%, et parmi les usagers de drogue, plus de 82% d'entre eux sont également co-infectés par le VIH et l'hépatite C. En ce qui concerne justement ces deux groupes à risque, les personnes ayant des relations sexuelles avec les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les usagers de drogue, ce sont vraiment les deux groupes à risque qui sont au cœur de l'épidémie dans les pays du Nord et qui représentent les cibles les plus importantes en matière de dépistage et d'accès au traitement. Avec cette diapositive, on voit une meilleure illustration de l'importance que représente le groupe de transmission, donc usagers de drogue, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes ou personnes incarcérées, en matière de risque d'acquisition de l'hépatite C. Donc vous voyez que les personnes qui font partie de l'un de ces trois groupes à risque ont un risque 5 fois plus élevé, en gros, voire même quasi 10 fois plus élevé pour les personnes incarcérées, d'avoir les deux virus que d'avoir un seul virus, et en l'occurrence l'hépatite C. Il est maintenant bien connu que les traitements, les nouveaux antiviraux directs de l'hépatite C sont aussi efficaces chez les personnes infectées par le VIH que chez celles qui ont uniquement l'hépatite C. Et je vous rapporte sur les diapos à venir les résultats principaux des essais qui ont été publiés ces 2 dernières années. Dans un premier temps, l'essai ELAI2 a permis d'évaluer l'efficacité de l'association d'aclatasvir et sofosbuvir pour 8 ou 12 semaines chez les personnes infectées par le VIH de génotype 1 et 4. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que cette association d'antiviraux directs, pour 12 semaines, a une efficacité quasi proche de 100%, entre 95 et 100%, que ce soit pour les génotypes 1 ou pour les génotypes 4. Et on voit tout de même une efficacité un peu moins importante quand cette association a été donnée pour 8 semaines. Dans cet autre essai qui a évalué l'efficacité du sofosbuvir et du ledipasvir, donc l'essai ION 4, là aussi, nous avons des résultats pour 12 semaines, toujours chez des patients co-infectés, de génotype 1 ou 4. 20% d'entre eux étaient infectés étaient porteurs d'une cirrhose et 50%, 55%, étaient en échec d'un traitement par PEG interféron et ribavirine. Et vous voyez que quel que soit le groupe de traitement, que le patient soit naïf ou qu'il ait été auparavant traité par cette association PEG interféron ribavirine, qu'il ait une cirrhose ou qu'il n'ait pas de cirrhose, on obtient des résultats tout à fait satisfaisants avec une réponse virologique soutenue 12 semaines après la fin d'un traitement de 12 semaines, là aussi un peu supérieur à 95% en moyenne. Troisième essai, c'est l'essai qui a évalué l'association Grazoprévir-Elbasvir, donc l'essai SIEGE, là aussi pour 12 semaines, chez des patients co-infectés VIH-GHC de génotype 1 ou 4. Tous les patients étaient naïfs de traitement et 16% d'entre eux étaient porteurs d'une cirrhose compensée. Et vous voyez là aussi, que ce soit du génotype 1A, 1B ou 4, des résultats qui avoisinent les 95%. Dernière association actuellement sur le marché, qui est l'association Ombitasvir, Paritaprévir, Ribavirine, Dazabuvir
et un boost par du ritonavir, donc qui est l'essai turquoise 1. Eh bien, vous voyez que pour 12 ou 24 semaines, chez les patients infectés par le VIH et une hépatite C de génotype 1, 65 à 70% de ces patients étaient naïfs de traitement et 19% avaient une cirrhose compensée. Vous voyez que les effectifs sont un peu plus faibles qu'avec les autres essais, mais la réponse virologique soutenue 12 semaines après la fin d'un traitement, soit de 12 semaines, soit de 24 semaines, était là aussi supérieure à 90%, entre 90 et 95%. Et enfin, pour cette association qui va bientôt arriver sur le marché, Sofosbuvir-Velpatasvir, qui est la première association qui a été développée dans un but de traitement pangénotypique, a donc été également évaluée chez les patients co-infectés avec un génotype 1, 2, 3 ou 4. C'est l'essai Astral 5. Et vous voyez que là aussi, après 12 semaines de traitement, on a obtenu des résultats de réponse virologique soutenue d'environ 95%, entre 90 et 100% pour le génotype 2. Qu'en est-il maintenant de ces données que l'on a eues dans des essais thérapeutiques par rapport à la vraie vie? Parmi les nombreuses publications qui sont sorties ces 6 derniers mois, je vous montre les résultats de 2 études qui concernent des patients qui ont été traités en France. Les données que vous voyez ici sont celles de l'autorisation temporaire d'utilisation du daclatasvir associé au sofosbuvir plus ou moins ribavirine pour des patients qui étaient en échec de traitement avec donc une maladie hépatique qui était très avancée et qui ont été traités 12 ou 24 semaines. Et donc vous voyez qu'avec cette association qui est elle aussi pangénotypique, on a pu traiter des patients qui étaient infectés par un génotype 1, un génotype 3 ou un génotype 4. Et vous voyez les résultats sur cette diapo où vous avez en gros 90%, entre 90 et 95% de réponses virologiques soutenues. Et je vous rappelle que ce sont des patients qui ont une maladie hépatique très avancée. Et si l'on fait maintenant un focus sur des patients encore plus avancés, donc cette fois-ci cirrhotiques, les données de la cohorte EPAVI, qui est une cohorte nationale française de patients co-infectés VIH-VHC, dans laquelle on a pu analyser 189 patients qui étaient de génotype 1, 58%, de génotype 2, 4%, génotype 3, 17% et génotype 4, 21%, avec des traitements prescrits qui étaient soit daclatasvir, sofosbuvir et ribavirine, soit sofosbuvir, ribavirine, principalement pour des génotypes 2, soit sofosbuvir, siméprévir ou sofosbuvir, lédipasvir. On a obtenu chez ces patients, là aussi, très difficile à traiter, avec une cirrhose, une SVR 12, globalement très bonne, aux alentours de 93,5%. Et vous avez sur la partie droite de la diapositive le découpage des résultats en fonction de différents paramètres tels que la durée de traitement, 12 ou 24 semaines, la présence ou pas de ribavirine, la gravité de la cirrhose, donc child A ou child BC, et enfin une antériorité de traitement ou pas. Maintenant que nous avons vu les résultats de l'efficacité thérapeutique, comment optimiser ces résultats dans la vraie vie? L'AFEF a recommandé en 2016 de prendre en charge les patients co-infectés VIH hépatite C de façon prioritaire à cause de l'évolution plus rapide de la maladie hépatique chez les patients porteurs d'une immunodépression conférée par le VIH. Et les combinaisons thérapeutiques qui sont recommandées sont les mêmes que celles qui sont recommandées chez le patient mono-infecté par l'hépatite C, avec toutefois 3 enjeux majeurs particuliers à l'infection par le VIH. Tout d'abord, les interactions médicamenteuses, ensuite les réinfections et enfin le risque résiduel de décès. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, en particulier entre antiviraux directs et antirétroviraux, je vous ai mis sur les 2 diapositives à venir les tableaux officiels d'interaction entre toutes les molécules. Je ne vais pas rentrer dans les détails à l'occasion de cette présentation. Je vous invite à vous y référer quand vous aurez besoin de les prescrire. Extrêmement important de faire très attention à ce que l'utilisation de chacune des molécules n'interfère pas avec le traitement de fond du patient affecté par le VIH.
en particulier parce que ces patients affectés par le VIH ont aussi de nombreuses comorbidités avec d'autres comédications et que l'association antiviraux directs, antirétroviraux et comédication peut parfois entraîner une inefficacité, voire une potentialisation des effets secondaires. Donc je vous invite vraiment à vous référer à ces tableaux lors des prescriptions de ces molécules. Le deuxième enjeu très important qui est particulier à la population des personnes infectées par le VIH, c'est celle de l'hépatite C aiguë. Vous avez sur la partie gauche de cette diapositive les résultats d'une méta-analyse de l'estimation d'incidence de l'hépatite C aiguë au cours des 20 dernières années. Et vous pouvez voir qu'actuellement, on estime que le risque de hépatite C aiguë, infection et réinfection chez les personnes infectées par le VIH avoisine les 5%, avec une montée très importante ces dernières années. Et sur la partie droite de cette diapositive, vous voyez les résultats d'une méta-analyse de nombreux essais qui a comparé le risque d'avoir une réinfection par le virus de l'hépatite C chez des personnes que l'on estime à faible risque, donc en gros des personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, mais par exemple qui ont été transfusées ou qui ont acquis l'hépatite C par voie nosocomiale. C'est ce que l'on appelle les patients à bas risque. Et en gros, le risque de réinfection est très faible. Quand on prend maintenant les personnes à haut risque, c'est-à-dire les personnes qui sont utilisatrices de drogue par voie intraveineuse ou incarcérées, mais non affectées par le VIH, le risque est un peu plus élevé, aux alentours de 10%. Et quand maintenant on fait un focus sur la population co-infectée par le VIH, eh bien vous voyez que le risque de récurrence est très élevé à 5 ans, aux alentours de 15%. Troisième enjeu important chez les personnes affectées par le VIH, c'est celui du risque résiduel de complications hépatiques après la guérison. On a bien vu avec les résultats des essais thérapeutiques et les résultats des études de cohorte que les taux de guérison virologique étaient les mêmes chez les patients co-infectés et chez les patients mono-infectés. En revanche, une fois que la guérison a été obtenue, le risque résiduel de complications hépatiques après guérison reste plus élevé chez les patients co-infectés que chez les patients mono-infectés. Alors évidemment, les patients co-infectés, beaucoup d'entre eux ont été infectés depuis longtemps et ont un taux de cirrhose qui est plus élevé que chez les mono-infectés. Mais quand vous regardez cette diapositive, le taux de transplantation hépatique, donc le risque résiduel de transplantation hépatique après guérison à 5 ans, ou le risque de carcinome hépatocellulaire après guérison à 5 ans, reste plus élevé chez les patients co-infectés que chez les patients mono-infectés. Et c'est une très grosse méta-analyse puisqu'elle regroupe 31 études et un peu plus de 30 000 patients. En résumé, quelques messages clés. Le premier message, c'est que les patients affectés par le VIH restent un groupe à risque majeur d'acquisition de l'hépatite C et de réinfection, de par la fréquence élevée des conduites à risque qui persistent, telles que l'injection de drogue par voie intraveineuse ou les pratiques sexuelles traumatiques, et en particulier dans la communauté des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Deuxième message clé, c'est que les antiviraux directs sont aussi efficaces chez les patients co-infectés par le VIH et le VHC que chez les patients mono-infectés par l'hépatite C, et les données de vraie vie confirment vraiment celles obtenues dans les essais thérapeutiques. Troisième message clé, c'est celui concernant les interactions médicamenteuses. Ces interactions médicamenteuses liées aux antirétroviraux, mais aussi aux comédications nécessaires pour traiter les nombreuses comorbidités du patient infecté par le VIH et vieillissant, doivent absolument être anticipées pour assurer un taux de guérison de l'hépatite C optimal. Et enfin, à l'instar du patient mono-infecté par l'hépatite C, le risque de complications hépatiques persiste après la guérison virale chez le patient porteur du VIH. Il nécessite donc la mise en place d'un suivi hépatologique adéquat, en particulier pour les patients porteurs d'une cirrhose. C'est donc la fin de cette présentation et je vous remercie de votre attention.